Bonjour Elisabeth, Bonjour Leïla. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes, des personnes qui cherchent leur voie, des personnes qui cherchent du sens, notamment depuis la période du Covid. Pour commencer cette interview et nous parler de ton parcours, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens, quelles sont tes origines, tes racines? Alors, je suis née à Boulogne-Billancourt, mais très vite, je suis partie à l'étranger parce que mon père était diplomate. Donc, j'ai vécu 3 ans en Belgique, d'abord en Allemagne et puis en Belgique. Et ensuite, on est revenu en France et je suis restée ensuite le reste de ma vie en France, à Mhm. peu près une trentaine d'années en région parisienne. Et ensuite, je suis partie en Touraine, 18 ans. Et ensuite, depuis peu, je suis en Haute-Savoie. Ok, donc pas Voilà. mal Alors, de... j'ai une mère suédoise, un Hmm. père d'origine alsacienne, donc ça fait un bon mélange et je suis d'une famille qui voyage. Oh, Donc je me sens un peu plus comme quelqu'un de la planète Terre, plus qu'une une identité à un pays. oui, ouais, j'imagine. Génial. Et donc, si on revient un petit peu sur tes premiers pas, on va dire professionnels, au départ, quels étaient tes rêves de métier quand tu étais enfant? Alors, lorsque j'étais enfant, très tôt, j'ai eu, comment dirais-je, une envie très très forte de faire médecine pour devenir médecin. Ok. Alors pourquoi? Parce que j'ai eu une enfance où j'ai été assez malade, Hmm. donc je pense que ça venait sans doute un peu de là. Et puis aussi une lecture quand j'avais à peu près une dizaine d'années sur Schweitzer, qui est ce médecin alsacien qui était parti en Afrique, et ça m'a beaucoup inspiré. Hmm. Et du coup, comment est-ce que tu as avancé avec ce métier de rêve? Quels ont été tes choix d'orientation? Alors j'ai fait médecine, mais je me suis arrêtée à la première année parce que j'ai pas réussi le concours. Et en fait, très vite, je suis partie dans les études scientifiques. Donc, j'ai fait une thèse en immunologie qui m'a emmenée ensuite donc, à travailler dans la recherche quelques années, et puis ensuite dans l'industrie pharmaceutique. Quel était ton rôle dans l'industrie pharmaceutique? L'industrie pharmaceutique, j'y suis entrée pour m'occuper d'une étude multicentrique. Alors c'était un laboratoire qui s'occupait des produits pour la dialyse. Donc, c'est quand même très spécifique. Mhm. Et j'étais à l'époque engagée pour, euh, pour faire une étude multicentrique, donc où j'étais responsable de 18 centres en Europe. C'était une étude internationale qui était effectuée puisque c'était la naissance de ce qu'on appelait l'érythropoïétine, c'est-à-dire l'EPO, qui est devenue célèbre après, mais qui était très importante pour les dialysés, puisque les dialysés, ce sont des gens qui ont une fonction rénale déficiente et qui sont donc anémiés. Et avec le sida, ça posait des gros problèmes. Donc l'érythropoïétine a été une création extrêmement importante pour toutes les personnes qui avaient des problèmes avec leur sang. Ok. Et tu as fait ça pendant combien d'années? Alors cette étude multicentrique proprement dit, elle a duré 5 ans. En même temps, je m'occupais aussi de transplantation, d'études cliniques sur la transplantation, et puis un peu d'autres choses. Et puis ensuite, lorsque cette étude s'est terminée, j'ai continué à m'occuper des études en France, Mhm. parce que la maison mère était en Suède. Donc, et en même temps, je m'occupais de marketing, de formations infirmières, je faisais le lien avec les commerciaux. Enfin bon, j'étais un peu multicasquette. D'accord. Et à quel moment, du coup, est-ce que tu as ressenti l'appel du changement? Est-ce que voilà, il y a eu un événement qui s'est passé dans ta vie qui t'a amené à te dire, bah, en fait, j'appartiens plus à cet endroit. Je dirais que, puisque j'ai fait d'abord de la recherche, alors la recherche, pour moi, ça avait posé le problème, c'est que j'avais besoin de bouger et pas être tout le temps à une paillasse ou un bureau. Et après, dans l'industrie pharmaceutique, je voyageais tout le temps. Ça a été l'inverse. Ça a été très riche, c'était une expérience très riche pour moi qui m'a amené la structure, une rigueur, du discernement, etc. Mais en même temps, au bout d'un moment, bah, j'étais un peu fatiguée tout le temps de passer mon temps dans les avions, à faire mes bagages toutes les semaines. Et puis, je pense un peu un phénomène d'usure.
où petit à petit, je me rendais compte que j'avais une espèce d'aspiration pour aller vers quelque chose de plus féminin, parce que j'étais dans un milieu très masculin, et donc envie aussi de m'exprimer à travers une dimension plus artistique. Donc je dirais que c'est venu petit à petit, puis il y a eu aussi des événements, je dirais, en interne qui ont fait une évolution, je dirais, de l'éthique au niveau médical, où j'étais plus ça allait, plus j'étais moins en harmonie avec mes valeurs. Donc, j'ai senti que mon heure, à un moment donné, c'était d'aller ailleurs, Oui, d'expérimenter d'autres choses. d'accord. Parce que ça représentait combien d'années au total, l'industrie de la pharma dans ta carrière? Alors, j'ai fait 5 ans de recherche, donc au départ, et ensuite presque 12 ans d'industrie pharmaceutique. D'accord, ok. Et donc, comment est-ce que tu as découvert les mandalas? Quel a été ton premier contact avec cette forme d'art? D'où est-ce que ça vient en réalité? Alors, en fait, pendant que j'étais encore dans l'industrie pharmaceutique, justement, j'avais cet appel pour aller découvrir d'autres choses, peut-être plus intérieures. Eh bien, il s'est trouvé que j'ai commencé à faire différentes activités, alors à la fois artistiques, parce que j'ai commencé par un atelier de peinture, mais très ouvert sur différentes techniques. Et puis petit à petit, je me suis intéressée à la conscience. Donc, j'ai été amenée à faire une formation où on parlait beaucoup de la conscience et puis de toutes les médecines, je dirais, alternatives. Et donc, c'est lors d'un de ces stages qu'ils ont proposé, c'était un stage d'une semaine, ils ont proposé de faire un mandala. C'était donc en 93. Et pour moi, ça a été une révélation. Alors, à l'époque, il faut bien savoir que personne ne connaissait les mandalas, à part les spécialistes qui étaient liés au mandala tibétain, mais ce n'était pas du tout connu. Donc, pour moi, ça a été vraiment une révélation, surtout que c'était tout de suite une création. On avait juste une petite trame, mais très légère, et j'ai senti un appel, un appel important. Donc, j'ai continué ensuite, tout en continuant à travailler donc, dans ce laboratoire, hein, j'ai continué ça me donnait un équilibre de faire à la fois de la peinture quand j'étais chez moi et pas en voyage. Et puis ensuite, l'autre événement qui a été important, c'était donc en 95, lorsque je suis allée à une exposition euh, au au centre de la Villette à Paris, une exposition sur le Kalachakra, qui est donc un des mandalas les plus célèbres tibétains. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir assister à un moment où il y avait cinq ou six moines tibétains qui réalisaient donc ce mandala. Et, euh, et c'est surtout leur état d'être qui m'a particulièrement touchée. Donc, alors, c'était peut-être pas tout à fait conscient, je pense, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment, je dirais, touchée au niveau du cœur en me disant, c'est par là que j'ai envie d'être. J'ai envie d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ces moines, ils sont extrêmement concentrés sur leur mandala. Et en fait, il y a eu un petit événement parce qu'il y a eu une guêpe qui est passée, et puis ils ne se sont pas du tout laissés abattre. Ils ont mis une protection sur le mandala, et puis ensuite le plus jeune est monté sur un espèce d'escabeau pour attraper la guêpe. Les plus âgés, tout le monde riait parce qu'il n'arrivait pas à l'attraper, puis finalement il a réussi à l'attraper dans l'écharpe. Il est allé au bout de la salle pour mettre la guêpe dehors. Et je me suis dit, mais ce serait arrivé avec des Français, ils se seraient énervés, ils auraient voulu tuer la guêpe ou l'écraser. Enfin, ça a été un véritable enseignement pour Mm, moi. Et donc, ça a été, alors je raconte ça un peu avec humour, mais ça a été un peu le déclic qui m'a d'accord. dit, tiens, il y a quelque chose qui m'attire dans cette démarche. Et quand tu disais que donc, quand tu as commencé, tu avais une toute petite trame, qu'est-ce que ça veut dire? C'était un pré-dessin qu'il fallait peindre? Est-ce que... Comment ça Non, se passe? alors, la première trame qu'on a fait lors de ce stage, c'était en fait un cercle Mhm. et divisé en quatre. C'est tout. Comme D'accord. une part de gâteau qu'on coupe en Mhm. quatre. Et à partir de ça, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, tu pouvais aussi dessiner dans le mandala, tu pouvais... Oui, bien sûr, Dans ces cercles, du coup, dans ces cercles divisés.
ouais, c'est ça. L'objectif, de construire quand même quelque chose d'un peu élaboré, un peu géométrique, ou pas. Mhm. On était tout à fait libre de faire ce qu'on voulait. D'accord. Donc, la plupart des gens, et dont moi, ben, on a quand même eu envie de s'inspirer. On s'est un peu inspiré des rosaces de cathédrale, d'une certaine Mhm. manière, puisque c'est quand même notre référence chrétienne en Europe. Donc, on s'est un peu inspiré de ça. Et puis, alors à l'époque, je crois que c'était avec quand même des crayons ou des feutres. L'aquarelle, c'est venu après, plus tard, mais assez vite. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qu'un mandala pour toi? Peux-tu nous partager ta définition, ton ressenti, ce que tu mets derrière ce mot? Alors, le mot mandala, déjà, ça vient du sanskrit. Le sanskrit, c'est une langue ancienne de l'Inde, donc très ancienne même. Donc, le mot mandala, ça a un peu au niveau de la définition de ce mot, c'est une double étymologie. C'est à la fois la notion de cercle, de point et en même temps de périphérie, de circonférence. Et en même temps, la définition qu'en donnent les hindouistes, hein, c'est l'écume de l'eau de cuisson du riz. Donc, ça fait un peu poétique et tout à fait asiatique. Mais en fait, c'est la notion, cette expression, ça donne un peu la notion de l'essence. Donc ça, c'est mandala. Et le suffixe la, par exemple, un mandala, c'est le contenant. Donc en fait, un mandala, c'est à la fois la notion du point, du cercle, de la périphérie, mais en même temps, la notion que moi, je dirais sacrée, puisque c'est un contenant et on va chercher l'essence. On va essayer de toucher l'essence qu'on met dans ce contenant. Donc, c'est beaucoup plus que la définition souvent qu'on dit, la figure géométrique centrée. Bon, c'est un peu plat. Donc, dans le mot mandala, il y a quelque chose de l'ordre de beaucoup plus large Oui, de plus grand. dans cette notion du lien au divin. Hmm. Waouh. Parce que cette pratique, elle vient particulièrement d'un endroit, il me semble. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les origines traditionnelles du mandala? Alors, le mandala a d'abord été plutôt hindou. Mhm. Et à l'époque, on appelait ça des yantras. Donc, les yantras, c'est un peu l'ancêtre du mandala. Et Mhm. les yantras, le plus ancien qui a été découvert, il a plus de 2000 ans. C'est même bien inférieur. Je crois que c'est je me souviens plus très bien, mais je crois que c'est entre 500 et 1000 ans, même avant Jésus-Christ. Donc, il est extrêmement ancien. Mais en revanche, ce qui est compliqué dans le yantra, c'est que c'est une approche qui est assez métaphysique. Donc, c'est pas facile. C'est donc des formes géométriques aussi, mais très conceptuelles. Donc, c'est pas facile pour le kidam de pouvoir, en méditant devant, de comprendre ce qu'il faut vraiment intégrer. Alors, le mandala est né plus tard. Certains disent que le Bouddha donc, aurait été sans doute un des premiers qui, en faisant des dessins, c'était un peu peut-être aussi une forme de mandala. Ça, on n'est pas très sûr. Mais c'est surtout donc les Tibétains lorsqu'il y a eu, notamment, parce que les mandalas, avec le bouddhisme, s'est répandu d'abord en Inde du Nord, et puis lorsqu'il y a eu donc au niveau historique en Inde ben, des conflits entre les hindous, enfin l'hindouisme et le bouddhisme a reflué vers le nord, et notamment dans la région du Tibet. Et c'est notamment avec l'apparition des Dalai Lama au XVe siècle que les mandalas sont devenus quelque chose de beaucoup plus développé, enfin connu là-bas. Mais bien sûr, en Occident, c'est beaucoup plus tard qu'on a pu avoir connaissance des mandalas. Et comment ils l'utilisent, eux, dans leur tradition, dans leur pratique? Alors, les moines, au Tibet, ce sont les moines ou les nonnes, mais les moines surtout. Donc, ils utilisent des sables de couleur, puisque évidemment, ils n'ont pas beaucoup de végétaux hein, dans les altitudes à 3000, 4000 ou 5000 mètres d'altitude. Donc, en fait, à l'époque, c'était même des pierres précieuses, ils pilaient les pierres pour faire une poudre. Maintenant, bah, malheureusement, bah, ils utilisent comme tout le monde des poudres qui sont peut-être moins locales et qui sont parfois même synthétiques.
Mais en tout cas, eux, ils font toujours ça avec des mandalas, c'est donc des mandalas de sable. Et en général, c'est extrêmement codifié. La cosmogonie tibétaine est très complexe, mais pour les Tibétains, pour les moines tibétains, le mandala, c'est une représentation complexe en 3D. Alors, justement, de temps en temps, ils représentent ça sous des formes en 3D. Mais là, quand ils font le mandala, c'est donc évidemment en 2D. Mais pour eux, c'est une représentation comme d'un palais avec différentes portes, avec les 4 directions. Et au centre, ils représentent, alors soit en fonction du mandala qu'ils font, ça peut être soit un Bouddha. Un Bouddha, c'est une déité, par exemple. Si c'est un mandala de la paix, ils vont mettre quelque chose qui représente le Bouddha de la paix. Mais ça peut être aussi une valeur. Par exemple, ben, la compassion ou la paix aussi d'ailleurs. Donc, en tout cas, le centre est toujours une valeur extrêmement particulière. Et notamment, par exemple, dans le mandala, quand je parlais du Kalachakra, qui est ce fameux mandala connu, mais qui est uniquement initié par le Dalai Lama ou ses moines qui sont autour de lui. Donc ça, c'est un mandala, donc seul le Dalai Lama peut le commencer en faisant le dessin au départ. Et, euh, et donc, il y a le fameux Bouddha, un Bouddha tout à fait spécifique qui est représenté au centre. Et ensuite, en fait, un mandala, lorsqu'on le fait en sable, il commence du milieu du centre pour aller vers l'extérieur. Et en fait, les moines s'identifient au Bouddha de la paix, par exemple, si c'est le mandala de la paix. Et pour eux, c'est comme tout un processus en chantant des mantras, hein, des invocations religieuses, ou dans des différents rituels, lorsqu'ils font le mandala. Pour eux, c'est tout un cheminement qui les mène vers ce qu'ils appellent l'éveil ou l'illumination. C'est-à-dire que le fait de pouvoir faire un mandala, c'est vraiment une intériorisation extrêmement puissante. Et pour eux, alors eux, ils le font de façon religieuse, hein, c'est donc tout un cheminement intérieur pour pouvoir un petit peu ben, lâcher tout ce qui a besoin d'être lâché et se rapprocher le plus possible de, soit d'un Bouddha ou d'une valeur sur laquelle ils travaillent. Wow. Ok, super intéressant. Et tu disais que donc dans les yantras, c'était plus conceptuel et du Oui. coup, les mandalas, c'est plutôt géométrique. C'est ça la différence? Alors, les deux peuvent être géométriques, D'accord. mais en revanche, dans les mandalas, il peut y avoir aussi, c'est beaucoup, le mandala, il peut y avoir aussi des figures, des représentations, par exemple, de personnages. D'accord. Mais en revanche, c'est souvent, très souvent, une succession de cercles et de carrés. Le Mhm. cercle représentant le divin, l'unité, le monde cosmique, et le carré est représentant le monde de la matière, le monde physique, et donc tout le côté incarné. Wow. Donc, en général, quand on fait un mandala, enfin, les mandalas tibétains en tout cas, c'est toujours une succession de cercles qui sont dans un carré, encore dans un cercle, etc. Donc, c'est une codification tout à fait particulière et symbolique qui est Mhm. forte. Entre l'immatériel et le matériel. C'est ça. Et donc, en fait, l'objectif en faisant un mandala, c'est de faire ce lien, de faire ce lien entre le monde cosmique ou le monde divin et le monde terrestre, et en même temps, en voyant quelle est la place de l'homme, le lien qui se fait entre l'homme qui est donc sur Terre et son lien avec le divin. Waouh, super intéressant. Et donc toi, tu crées, Elisabeth, des mandalas qui sont très variés. Donc toi, tu t'es approprié, en tout cas, tu as développé ta manière aussi de faire les mandalas. Oui. Tu crées des mandalas qui sont très variés, des mandalas à l'aquarelle, aux végétaux, minéraux et aussi des mandalas gourmands. Est-ce que tu peux nous parler de ces différentes expressions de mandalas que tu as développées? J'ai commencé donc par les mandalas à l'aquarelle. Mhm. Parce que effectivement le coloriage ou le dessin, ça m'a pas trop branché, je dirais. Et très vite, bah, il s'est trouvé que ma maman faisait de l'aquarelle. Elle passait en plus à un moment où elle avait un cancer, donc j'ai beaucoup aidé
à faire des mandalas. Et donc, un peu ensemble, elle m'a un peu initiée à l'aquarelle. Et donc, j'ai commencé à faire des mandalas, mais vraiment créés. Sections qui m'inspirent et je les intègre dans le mandala. Wow. Et comment est-ce que tu choisis les matières? Donc, tu as des matières, tu as des formes, tu as des textures. J'avais vu que tu utilisais parfois du maïs, des plumes, des coquillages. Oui, Qu'est-ce qui alors motive? ça, c'est pas dans les mandalas, c'est pas dans les mandalas à l'aquarelle, évidemment. Ah oui, pardon. Bon, c'est les Euh, mandalas juste après. voilà, c'est ça. Donc pour les mandalas, on utilise du maïs, etc. Ça, c'est ce que j'ai appelé les mandalas éphémères de la nature. Et ça, c'est m'est venu parce que justement, je me suis reconvertie suite à mon départ de l'industrie pharmaceutique. J'ai fait une reconversion en art-thérapie. J'ai travaillé avec des enfants handicapés moteurs et justement, de par leurs difficultés motrices, c'était difficile parfois de leur faire de la peinture. Et donc, je leur ai proposé beaucoup de ramasser des choses dans la nature et puis ils collaient les ingrédients sur des planches de bois ou sur des papiers assez épais. Et c'est comme ça que m'est venu petit à petit de faire des mandalas en prenant des choses dans la nature et puis ce qui était très intéressant, c'est que en prenant ces objets, il y a aussi toute l'histoire de l'enfant ou de l'adulte qui va chercher les coquillages à la plage. Donc il y a toute une histoire qui se fait en même temps que dans la création même ensuite de l'œuvre, si on peut appeler ça, de l'œuvre artistique. Donc petit à petit, j'ai créé une association qui s'appelle le Jardin du Créateur, qui m'a permis, là j'avais déménagé en Touraine à ce moment-là, qui m'a permis, dans cette région où il y a beaucoup de châteaux, beaucoup de jardins, de proposer cette activité des mandalas éphémères de la nature, c'est-à-dire des grands mandalas qui pouvaient aller jusqu'à 14 mètres de diamètre, en utilisant pour les fonds des graines telles que le maïs, le blé, l'orge, l'avoine, voilà, par exemple. Et puis ensuite, pour la décoration, pour ce qu'on avait envie de faire ensuite, d'utiliser des éléments, que ce soit minéraux, que ce soit animaux comme les escargots, les coquilles d'escargots, les coquillages, ou animaux avec des plumes aussi, bien sûr. Et puis aussi toutes les fleurs, tous les végétaux qu'on peut trouver, que ce soit des fleurs, des morceaux de bois, enfin tout ce qu'on peut trouver. À part les graines, évidemment, où je me fournis auprès de producteurs, tout le reste, c'est genre les coquillages, je les ai tous ramassés. J'en ai quand même pas mal de variétés, puisque que je suis petite fille, j'ai toujours adoré ramasser les coquillages au bord de mer, d'océan. Donc, ça a particulièrement fasciné les Tibétains lorsqu'ils m'ont vu utiliser les coquillages, parce qu'ils ont une passion pour les coquillages. Oh, Voilà. oui, ça a dû. Parce qu'ils ne les mettent pas du tout dans leur mandala, pour le coup. Non, parce que le problème, c'est qu'au Tibet, les coquillages, ce sont des fossiles. C'est lorsque l'Himalaya avait de l'eau à l'époque. Donc, c'est des fossiles qui doivent faire quelques millimètres de diamètre, pas plus. C'est tout petit micro-coquillage. Alors, évidemment, d'ailleurs, lorsqu'ils arrivent en France et qu'on leur demande s'ils ont une envie, ah oui, c'est voir la mer ou l'océan. C'est c'est leur désir vraiment important et c'est des vrais gamins lorsqu'ils mettent les pieds dans l'eau. Parce qu'évidemment, c'est vraiment, c'est pas accessible dans l'Himalaya. Donc, voilà. Et donc, évidemment, comme j'ai une collection de coquillages euh, qui sont plus ou moins gros, hein, mais importants, et bien pour eux, ça ils sont subjugués de voir ce qu'on peut faire avec tous les matériaux. Et quelle est ton intention quand tu crées ces mandalas, que ce soit l'aquarelle, que ce soit les mandalas éphémères de la nature? Ensuite, on parlera des autres mandalas encore. Mais quelle Oui. est ton intention profonde? Donc, on disait pour des Tibétains ou pour donc des traditions plutôt spirituelles, il y a une intention de se connecter au divin, de faire le lien entre l'immatériel et le matériel. Quel est toi ton objectif? Alors, dans ces cas-là, je vais surtout parler des mandalas à l'aquarelle, parce que les mandalas éphémères de la nature, je les fais souvent avec un public. Mhm. Donc, le mandala à l'aquarelle, après, ça dépend si je le fais.
si c'est une création personnelle, parce que je fais aussi ce que j'appelle des mandalas personnalisés, c'est-à-dire lorsque quelqu'un me demande est-ce que tu pourrais faire un mandala à l'aquarelle qui me corresponde. Donc là, je reprends un peu la notion dans le mandala de l'essence, c'est-à-dire que je dirais entre guillemets, je me connecte ou je me relie à l'essence de l'autre et me vient un peu en méditation ce qu'il faut que je fasse. C'est-à-dire, alors j'ai parfois pas toutes les informations, parfois ça va être les couleurs, parfois ça va être les formes, parfois pour certaines autres personnes, tout me vient d'un coup, parfois ça vient aussi en le faisant. Donc, mais quand je le fais vraiment pour moi, c'est vraiment un peu je me laisse vraiment guider par l'inspiration. Et quand on parle d'inspiration, le français est assez clair. C'est dans l'inspiration, c'est-à-dire l'énergie du souffle, c'est se laisser inspirer. Wow. Quand on se laisse inspirer, c'est pour ça que je fais toujours une différence entre la créativité et la création. Hmm. Quand je fais des mandalas, par exemple, avec les enfants des écoles ou même avec des adultes, la première fois qu'ils en font, j'appelle ça, c'est un peu comme éveiller, on parle beaucoup d'enfants intérieurs dans pas mal de stages, par exemple, mais c'est éveiller justement tout le potentiel de l'enfant qui, qui, qui va, alors soit il reproduit quelque chose qu'il connaît ou il va créer quelque chose, mais c'est vraiment laisser justement le côté spontané qui vient. Mais souvent, on se base sur des modèles qu'on a déjà vus ou voilà. Donc ça, j'appelle ça, c'est un peu la première étape, c'est-à-dire la créativité. Hmm. Ensuite, pour moi, l'étape d'après, c'est donc la création. C'est quand justement, lorsque je fais un mandala, que ça soit pour moi, entre guillemets, ou pour quelqu'un, là, je suis vraiment dans ce souffle où je me connecte à quelque chose qui peut parfois me dépasser et tout d'un coup me vient l'idée ou vient me dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, et j'accepte, j'ai un peu un dicton qui est accueillir ce qui vient. Donc, j'accueille l'idée ou l'inspiration qui me vient, et hop, je me lance. Et alors ça, c'est évidemment avec l'expérience, et parce que ça fait maintenant 30 ans que je fais des mandalas, je me pose pas de questions, ça vient, et je fais, et puis, et je sais que c'est juste lorsque ça me met dans la joie. Ah, wow. C'est Voilà. Parce que si la la plus. joie n'est pas là, ben là, ça peut dire ben, que bon, il faut que je me recentre. Mhm. Mais parfois, effectivement, on peut être dans cette dynamique où on a besoin simplement de se centrer et puis on est peut-être moins dans l'inspiration, je dirais, de quelque chose d'autre. Mhm. Mais déjà, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, mais même le coloriage d'un mandala, c'est déjà une étape. Pour des enfants, par exemple, ça peut leur permettre, j'ai travaillé avec des hyperactifs, ça leur permet de se poser, et puis comme c'est souvent, il y a toujours la notion justement de centrage par le cercle, ça Mhm. permet de donner cette dimension déjà d'apaisement, de calme, que ce soit aussi pour les adultes. Mhm. Après, la création, donc justement le coloriage, ou lorsque je propose un mandala de la nature où il y a déjà un peu une trame, ça permet aux personnes d'avoir un cadre, Mhm. notamment quand je travaille avec des gens qui ont des pathologies, hein, je travaille avec des personnes, par exemple, atteintes de schizophrénie. Là, j'avais fait un cercle à l'intérieur d'un carré pour que inconsciemment, le carré, qui est donc la matière, la protection, puisse, même de façon inconsciente, ils se sentent protégés. Et ça a complètement marché. C'était une Voilà. deuxième question. Est-ce que ça peut être un outil thérapeutique? Ah, absolument. Absolument. Alors, notamment dans les écoles, et bien sûr, je ne parle jamais enfin je peux parler éventuellement du divin, mais évidemment, on me demande de ne pas faire du prosélytisme ni tibétain, ni pour une autre religion. Mhm. Donc, je n'évoque pas trop le côté vraiment de cette connexion, parce que de toute façon, chez les enfants, ça vient tout seul. Mhm. Et j'ai par expérience le fait de souvent très tôt, je fais tous mes ateliers, sauf pour des personnes âgées, je les fais au sol, même pour des adultes, parce que j'avais observé que si je le faisais à une table,
bien souvent, les adultes pouvaient se bloquer parce qu'ils avaient un souvenir de l'école qui avait pu être un peu traumatisant et qui se coupait. Alors que lorsqu'on met les personnes au sol, les participants, en général, quand ils sont européens, on n'a pas trop l'habitude de faire des choses au sol. Donc, ils ont pas les mêmes repères et ça leur permet d'être beaucoup plus libres dans leur Mm. expression parce que justement, ils n'ont pas ils ont moins ce jugement de dire, oh là, on va me dire que c'est pas bien, etc. Donc, ça permet justement à tous les participants, quels qu'ils soient, de s'autoriser à oser Mm. et Ouais. oser créer. Oui, ils sont plus du tout dans un conditionnement, quelque chose qui les avait déjà conditionnés, comme tu Oui, disais, c'est ça. C'est ça, table ouais. d'école. Et donc, super intéressant. Par rapport à ces mandalas, tu crées aussi des mandalas gourmands. Est-ce que tu peux nous Oui, en parler? Qu'est-ce oui, qui bien sûr. t'a inspiré? Alors, les mandalas gourmands, j'ai fait ça un peu plus tard, hein. J'ai commencé parce que il se trouve avec mon mari, on était dans un projet aussi disons, lié à la conscience et on recevait un peu des stages ou des personnes qui venaient à la maison. Et petit à petit, ben, j'ai toujours été très salade, très crudité, donc j'ai commencé à présenter des salades, j'en ai fait des salades mandala ou des mandalas crudités, c'est-à-dire, alors je les ai appelés ensuite des mandalas gourmands, quand j'ai commencé aussi à proposer ça, par exemple, dans les écoles, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement une figure géométrique, je veux dire, centrée, avec ben, tous les aliments qu'on peut trouver. Alors, bien sûr, des fruits, et avec les fruits, c'est ce qu'on trouve, c'est ce qui est le plus facile, mais on peut faire ça aussi avec des crudités, avec des salades, et, et en laissant. Alors maintenant, aujourd'hui, je fais beaucoup d'ateliers gourmands parce que ça a beaucoup de succès, et je propose souvent que les gens soient en duo. Alors, ça peut être duo, petit groupe dans les écoles, ou par exemple un parent avec un enfant, parce que ça, c'est très chouette aussi ce qui se passe, ou bien ça peut être en solo, bien sûr. Et là, chacun peut réaliser donc soit en solo, soit à deux, Mhm. une petite assiette, enfin des assiettes qui font 30 cm de diamètre, déjà, c'est pas mal, et qui permettent bah, de confectionner un ou voire plusieurs mandalas. Et alors la première fois, ça prend toujours un peu de temps. Puis après, une fois que les gens se lâchent, justement, qu'ils ne soient pas, oh là là, c'est pas beau ce que je fais, et bien, et puis la gourmandise aussi, eh bien. Mais très vite, les gens trouvent que c'est beau et c'est Mhm. appétissant. Et ce que je trouve toujours étonnant avec les enfants de maternelle ou de primaire, mais surtout les petits, où aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont du mal à manger du cru ou bien des fruits. Ben, lorsqu'on fait des mandalas gourmands, ils mangent de tout. Alors je leur demande, mais pourquoi tu manges pas de fruits chez toi? Ah là, mais là, c'est parce que c'est beau, et puis c'est moi qui l'ai fait, et puis c'est bon. Donc, ça devrait pas faire partie des slogans. 5 fruits et légumes C'est par jour, ça. mais bien présentés. Voilà. Et donc, en fait, ce que j'aime bien dans les mandalas, alors évidemment, encore plus quand c'est les mandalas gourmands, c'est que ça éveille tous les sens. Hmm. Donc, bien sûr, le toucher, mais il y a la vue, évidemment, mais là, et dans les gourmands, ben, c'est l'odorat, pas tout le sens, mais même quand je travaillais avec les enfants handicapés moteurs sur des mandalas éphémères, ben, je leur faisais, on prenait des coquillages, alors je leur faisais les yeux fermés, ils touchaient, donc ça peut vraiment, c'est pas juste du coloriage, quoi. Pour moi, le coloriage, je dirais que c'est un peu réducteur si on s'arrête au coloriage. C'est très bien pour démarrer, mais ensuite, il y a tellement de possibilités que la nature nous propose, que si on laisse notre créativité s'exprimer, on peut tellement faire de choses magnifiques. Pourquoi s'en priver? Bien sûr, ce serait s'arrêter sur un niveau de base, quoi, en faisant que du coloriage. Oui, c'est ça. Mais c'est bien déjà hein, de commencer. Commencer, oui. Ouais, Est-ce que tu sais, aujourd'hui, donc tu proposes différents types de mandalas et tu en as oui, fait beaucoup. Tu disais que tu en avais fait un avec de 14 mètres de diamètre. oui, oui. Est-ce que tu Alors, sais... j'en ai pas fait, je ne suis pas allée au-delà de 14 mètres de diamètre parce qu'on s'est aperçu après que faudrait, ou alors le faire s'il y a des gradins, parce que du coup, on voit plus le centre. 14 mètres, c'est grand hein, déjà. Donc, on voit plus le centre. Et alors, du coup,
on apparaît à ce problème on faisait des allées, c'est-à-dire c'est des mandalas où on rentre, on peut aller vers le centre, on voyage un peu comme un labyrinthe, quoi, en gros. Mm. Mais ça demande quand même énormément au niveau logistique. Bien Lorsqu'on fait sûr. du 14 mètres, ça demande déjà, il faut avoir de la place pour le faire. Et puis, ça demande une logistique, c'est-à-dire là, c'est des sacs de 500 kilos de maïs, Ouais. d'avoine, etc. Maintenant, en vieillissant un petit peu, ben, je fais des plus petites tailles Mm. parce que porter des sacs de 25 kilos, Bien sûr. maintenant, ça fait. Mais bon, ça. Et puis en plus, en Haute-Savoie, il y a moins de châteaux, moins de grands jardins comme en Touraine. Donc ça se prête un peu. Et puis maintenant, j'ai évolué, c'est-à-dire que je propose, j'ai un ami charpentier qui m'a fait des supports en bois de 1,20 m de diamètre qui Mhm. permettent de les plier dans la voiture. Et je peux faire un atelier qui fait, alors on peut le faire bien sûr sur la journée, mais ça peut se faire aussi sur une après-midi. Donc, en faisant ce support, que ce soit pour les écoles, bien sûr, mais chez des privés ou avec des personnes âgées, c'est beaucoup plus facile à transporter Bien et à sûr. réaliser. Et est-ce que tu sais combien de mandalas est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Un chiffre comme ça qui te viendrait en tête? Alors, des mandalas à l'aquarelle, je crois que je suis pas loin d'une centaine. Alors, j'ai eu des périodes où j'en ai fait beaucoup, d'autres périodes où pendant presque 10 ans, j'ai dû arrêter parce que j'étais concentrée dans ce projet collectif. Là, j'ai repris parce qu'on m'a demandé de faire des expos, donc voilà. Pour les mandalas éphémères de la nature, je vais parler de prestations parce que parfois il y a des prestations où on a fait plusieurs mandalas. Donc, je pense qu'en prestations, je dois être à peu près 80 prestations depuis 2004. Après, donc, il y a aussi les mandalas gourmands. Donc, les mandalas gourmands, j'en fais surtout depuis que je suis en Haute-Savoie. Ça a beaucoup, beaucoup de succès. Donc là, j'ai dû faire, je pense, plus d'une vingtaine ou 25 prestations depuis 2017, depuis 2021, pardon, parce que avec le Covid, ben, on n'a pas pu faire des choses avant. Et puis j'ai fait aussi donc ce que j'appelle des mandalas jardin, où là, c'est donc, je dirais, entre l'éphémère et le permanent. Là, ça peut être beaucoup plus grand parce qu'en Touraine, on avait fait des jardins de 18 mètres de diamètre. Mm. Wow. Donc là, il y a toute une conception à la fois liée à la permaculture et puis à la médecine chinoise, hein, parce que j'ai été formée par Marc Rolimoun, qui est un agroécologue qui a créé les mandalas jardin. Quoi, la Jardin, médecine chinoise, tu disais? Quel est le lien avec la médecine chinoise? oui, c'est un lien à la médecine chinoise parce que Marc Rolimoun donc s'est aperçu que les fleurs, hein, les végétaux, Mhm. ont comment dire, des préférences. Donc, les plantes et les fleurs, tous les végétaux ont des affinités parce que, par exemple, les fleurs du sud, elles vont avoir beaucoup des couleurs chaudes, du Mm. rouge, du jaune, du orange. Les végétaux du nord, ça va être plus du blanc. Bon. Donc, en fait, il y a à la fois les couleurs et l'énergie. C'est-à-dire à part quelques, par exemple, les roses ou les lotus, comme par hasard, qui ont les différents éléments, c'est-à-dire à la fois, elles ont du chaud, de l'humide, Mhm. etc. Donc après, lorsqu'on réalise le mandala jardin et on plante, on met les plantations en fonction des directions, c'est-à-dire du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en fonction de justement de ces prédilections des végétaux, eh bien on s'aperçoit que ben, le jardin il pousse tout seul. Parce il y a justement cette symbiose qui se fait, et puis parfois on fait des combinaisons, je dirais, qui permettent vraiment, en plus avec la permaculture, qui permettent de donner de l'harmonie. Mm. Et lorsque Marc a fait un de ses premiers mandalas en Sologne, qui faisait pas loin de 25 mètres de diamètre, c'était dans un endroit qui avait été marécageux, donc ils ont drainé l'eau pour faire un centre avec un petit étang. Et ils se demandaient, puisque c'était à côté de la forêt, ils se demandaient, mais peut-être que les sangliers ou les animaux vont venir et détruire toutes les plantations qu'on fait à l'intérieur. Et de façon très étonnante, les gros animaux ne rentrent pas.
dans le mandala. Ou alors ils prennent, comme il y avait un point d'eau, les petits lapins, les petits animaux, ils venaient, prenaient les allées pour boire. De temps en temps, ils ont vu des grands animaux, mais ils prennent les allées pour aller boire, et puis après, ils sortent par les allées, c'est-à-dire qu'ils ne détruisent pas. C'est comme si, euh, parce que ça, c'est très important, les mandalas sont des vortex d'énergie, donc les animaux sentent cette énergie, et donc c'est comme si, de façon inconsciente, ils disent non, non, il ne faut pas détruire. Waouh, incroyable, magnifique. Ouais, donc c'est là où on prend toute la conscience justement de ce que l'outil mandala, si on peut appeler ça un outil, parce que c'est pas tout à fait ça, mais ce que la symbolique du mandala sur tous les plans, euh, vraiment, c'est quelque chose que je trouve magnifique avec cet aspect justement du sacré et en même temps de tout ce qu'on peut faire avec, euh, à la fois de façon thérapeutique, à Mm. la fois juste pour ouvrir sa conscience et se rendre compte tout le lien qu'on a avec le vivant, Bien sûr. puisqu'aujourd'hui, malheureusement, il est un peu maltraité. Mhm. Et donc, les enfants, lorsque commencent à faire un peu justement des mandalas, et puis je fais aussi un peu du land art, donc on va dans la forêt, puis on fait un mandala avec ce qu'on y trouve, et bien après, ils se disent, tiens, ah bah tiens, je vais ramasser les coquilles d'escargot, et puis je ramasse les pommes de pin, et puis on va faire quelque chose de beau. Donc, petit à petit, ça peut aussi permettre justement à cette ouverture vers la nature et le monde du vivant, que ce soit pour les enfants des villes ou les enfants de la campagne, hein, mais vraiment se dire, tiens, mais on fait partie d'un tout Mm. et la nature nous offre tellement qu'on peut aussi la respecter en retour. Et c'est cette symbiose qui fait que la notion du sacré existe, Mm. selon Waouh. moi. Et quelle relation est-ce que tu fais, donc là, tu nous as déjà pas mal expliqué le lien donc, que tu disais entre la nature et puis cette osmose, la symbiose qui est créée grâce au mandala. Quelle relation fais-tu entre le mandala et le corps humain? Il me semble que tu parles parfois dans des interviews de l'œil, du visage, de la symétrie. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, de toute façon, puisque le mandala, on a vu que c'était il y a la notion du point, du cercle et de la spirale. Mhm. Or, dans la nature, tout est créé à partir d'un point, d'un cercle ou d'une spirale. Et les spirales, par exemple, on a alors bien sûr les coquilles d'escargot, mais on a les ouragans, on a les tornades. Après, évidemment, le point, il y a tellement des points, il y en a partout, hein. Mais donc, en fait, tout dans la nature a une forme géométrique. Et ensuite, lorsqu'on va un peu plus loin, on s'aperçoit que tout est fait selon le nombre d'or. Hein, le nombre d'or, c'est un nombre particulier, avec aussi ce qu'on appelle la spirale de Fibonacci, hein, ce mathématicien italien qui a découvert, euh, qui a découvert que eh bien, tout était, ou des rapports, hein, des Mhm. rapports entre nombres donnaient cette divine proportion qu'on appelle le nombre d'or. Donc, ce qui est tout à fait étonnant, ben, c'est que justement, lorsqu'on se rend compte que dans la nature, tout est géométrie sacrée, en fait, on s'aperçoit que l'homme s'est contenté d'essayer de copier la nature en créant, et on le voit chez les peuples premiers, ils, par exemple, même on parle beaucoup de la fleur de vie aujourd'hui, ben, la fleur de vie, on la voit réalisée chez les aborigènes d'Australie, en Afrique ou en Asie, on la trouve partout. Donc, ce qui montre que cette aspiration vers quelque chose de sacré qui permet en fait d'expliquer le monde dans lequel on existe, nous, les petits humains qui sommes quand même assez fragiles, dans cette nature qui est à la fois merveilleuse, mais qui peut être terrifiante, hein, si on se met à l'époque des anciens, ils n'avaient pas toutes les explications que nous avons dans notre monde moderne. Donc, en fait, on retrouve l'œil, et ben voilà, c'est l'œil, c'est représenté dans plein de symboliques de par le monde. Donc, l'œil, ben, c'est un cercle avec la pupille. Donc, tout, et même lorsqu'on voit un visage et qu'on fait des représentations justement de spirales de Fibonacci, on s'aperçoit que pour un individu donné, le visage est toujours parfait. C'est-à-dire que les proportions qu'il y a
au niveau de son visage, c'est toujours parfait. Enfin, ça tend vers la perfection, disons. Mais après, la notion de beauté, ça, c'est un autre critère. Mais il y a cette harmonie. Donc, au niveau du corps, et tu parlais des chakras, ben, les chakras, ce sont des mandalas. Hmm. Enfin, en tout cas, euh, des chakras, ça veut dire des roues, hein, c'est des roues d'énergie, en fait, qui sont vibratoires. Mais si on les représente, par exemple, tels que le font les hindous, eh Oui. bien, moi, j'ai fait d'ailleurs, en commençant des mandalas, j'ai fait toute la représentation des chakras en mandala. Donc, ça c'est une représentation, mais on peut aussi tout à fait les représenter de façon par des couleurs ou par de l'énergie. Donc, on retrouve toujours cette notion de mandala. Donc, Waouh. bien sûr, après, alors, on le trouve dans le corps, et puis, mais on le retrouve aussi dans évidemment, les bâtiments en architecture, que ce soit l'architecture ancienne ou nouvelle. Par exemple, si on prend la place de l'Étoile à Paris, ben, c'est un mandala qu'on Hmm. voit de haut. Donc, voilà, donc c'est pour Et ça. même énergétiquement, du coup, ça se traduit d'une certaine manière, si on reprend cet exemple. Oui, ben alors si on parle des chakras, ben c'est une roue d'énergie où l'énergie circule, hein, alors dans un sens ou dans l'autre. Après, ben c'est toute la discussion maintenant que certains peuvent avoir, c'est que le monde en fait est avant tout, c'est ce que les scientifiques de plus en plus disent, le monde dans lequel on vit est avant tout vibratoire. Après, il se trouve qu'il y a des éléments qui sont plus denses. Donc, pour nos yeux, on a l'impression que c'est un corps physique, alors qu'en fait, c'est que de la vibration, c'est que de l'énergie. Waouh. Donc, après, lorsqu'on arrivera, alors il y a certaines technologies qui commencent à approcher de ça, de voir que le rayonnement de certaines personnes, on parle de l'aura par exemple. Alors maintenant, il y a des outils scientifiques qui permettent de voir l'aura. Donc, on voit l'aura, ça permet d'ailleurs de voir parfois s'il y a des maladies qui commencent à éventuellement se dessiner. Donc, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que on vit dans un monde avant tout vibratoire. Donc, ce qui nous est demandé, ben, c'est d'être le plus en connexion, en harmonie avec notre propre vibration, tout en étant en harmonie avec les autres êtres humains ou le monde vivant, que ce qu'il soit minéral, végétal ou animal. Et puis, bien sûr, avec tous nos frères et sœurs humains, je dirais. Ben, lorsqu'on prend conscience un peu de toute cette dimension, ça permet de voir le monde un peu différemment. Différemment, ouais. Et donc, pour revenir donc sur les mandalas, pour les personnes justement qui veulent voir le monde différemment, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de créer un mandala mais qui n'a jamais osé? Par quoi commencer? Comment dépasser le syndrome du je ne sais pas dessiner? Alors, j'ai souvent été confrontée à ça, et notamment des adultes quand je leur dis, mais vous avez peut-être un enfant à l'intérieur de vous qui a envie de s'exprimer, parce qu'ils me disent tout le temps, oh ben c'est pour les enfants, c'est pas pour nous. Bon. Après, le mot oser, je dirais, on est venu un peu sur Terre, je dirais, pour venir justement oser. Oser quoi? Oser aimer, oser créer et oser connaître. Donc, en fait, c'est une énergie propre. Et donc, quand je propose aux gens de s'exprimer, pour moi, je ne le fais jamais en brutalité. Je laisse les gens, parce qu'il y a des gens qui ont justement besoin de temps pour, euh, parce qu'ils ont peut-être eu dans leur vie un parcours compliqué par rapport à justement oser. Donc, avec les enfants, c'est facile, hein. Plus ils sont petits, plus c'est facile. Donc, parce ils n'ont pas encore trop d'interdits, mais évidemment, plus on avance en âge, surtout dans nos mondes, je dirais en Occident, on est quand même très très formaté. Eh bien, c'est simplement commencer éventuellement petit. Ça peut donc être par un coloriage. Mm. Donc, et souvent, moi je trouve, puisque je propose pas trop de coloriage, moi, c'est par exemple leur faire réaliser. Ça peut passer par le mandala gourmand, parce qu'il y a un côté un peu gustatif, il y a un côté joyeux, il y a un côté on se prend pas trop au sérieux. Ou ça peut être aussi à travers les mandalas éphémères de la nature,
parce que ben là, justement, c'est en partant sur les sens, c'est-à-dire en touchant, en ressentant, en fermant les yeux, en disant mais ça vous rappelle quoi? Et alors, c'est vrai que j'ai peut-être cette caractéristique parce que j'ai pas une formation artistique, donc j'ai pas été peut-être formatée à ce niveau-là, ce qui me permet d'avoir plein d'idées, on me dit tout le temps: «Mais tu as une créativité, tout le temps tu as des idées là qui tombent». Donc je peux proposer plein de choses et puis c'est dans l'instant. Dans d'un coup, quand il y a quelqu'un qui me dit ça, bah, c'est comme si je pouvais pressentir un petit peu qu'est-ce qui pourrait faire du bien à la personne. C'est parfois simplement la prendre par la main et puis lui dire: «Tiens, regarde, on peut mettre juste une fleur». Et puis tout d'un coup, ben, il y a le regard qui s'éclaire, où il y a pour moi, très souvent, je vois que j'ai réussi lorsque les yeux pétillent. Hmm. Waouh, beau. Voilà, que ça soit des enfants ou même des personnes âgées, ben, lorsque ça pétille, je me dis: «Tiens, il y a la vie qui est en train de d'être là». L'énergie de la vie qui circule. Voilà, c'est ça. Et du coup, dernière question, Elisabeth. Donc, par rapport à ce format, cet épisode qui aspire à inspirer celles et ceux qui cherchent leur voie, quel conseil offrirais-tu à quelqu'un qui ressent un profond mal-être, un vide, une perte de sens dans son travail, mais qui n'ose pas écouter son appel intérieur? Ouais. Bah, ça, je dirais, ça là, je me laisse guider par mon intuition parce que ça va c'est déjà, c'est déjà parler à l'autre, communiquer avec l'autre, mais c'est pas forcément toujours par la parole, Hmm. ça va être par le regard. Les enfants handicapés moteurs m'ont beaucoup appris à ce niveau-là, c'est-à-dire ça va être par le toucher, c'est en prenant la main simplement, et en emmenant la personne, se reconnecter avec, l'élément eau. Donc c'est très différent d'une personne à l'autre en fonction de son vécu et de ce qu'elle a vécu et surtout si justement, bah, quelqu'un en burn-out ou qui a pu avoir, comme ça un peu une déconnexion avec, ses envies intérieures, c'est d'aller avec beaucoup de douceur Hmm. et d'aller avec beaucoup de douceur pour qu'elle puisse se reconnecter et accepter la douceur qui est en elle. Parce que c'est quand je parlais de on est venu oser aimer, bah, c'est la première chose, c'est déjà apprendre à s'aimer soi-même Sûr. et lorsqu'on commence à apprendre un peu à s'aimer un peu plus, en sortant du formatage où on est il faut être le premier, il faut être les meilleurs, tous ces formatages, occidentaux, où on se respecte plus, on n'est plus à l'écoute justement de la petite voix intérieure et donc quand on y va avec la douceur, d'une manière ou d'une autre, en permettant à l'autre de s'aimer un petit peu plus, en lui proposant justement de jouer avec les choses de la nature, ça se fait, Hmm. ça se fait. Il y a pas de mots. Il y a pas de mots MOTS pour des mots MAUX. Hmm. Waouh. Ça, je pense que c'est ça, quand j'en parlais justement de la notion de la présence des Tibétains, je Hmm. pense que c'est ça qu'ils m'ont appris. C'est avant tout d'être dans la présence et lorsqu'on est dans la présence, justement, bah, on est dans cette vibration et la personne en face, elle sent qu'on est dans une vibration. Enfin, par exemple, je veux parler de moi, mais ils peuvent se dire: «Ah mais» inconsciemment, ils disent: «Mais tu as quelque chose, tu as de l'ordre de la sagesse, de la communication, du cœur, on sent, on a envie d'aller, expérimenter ce que tu proposes» Merci. et donc quand on fait ça en douceur, en étant dans un profond respect de l'autre, ça se Hmm. fait, ça se fait. C'est ça qui. Hmm. Merci beaucoup pour ce partage, pour ces conseils, pour cette interview. C'était vraiment un moment enrichissant. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ton parcours, à découvrir ton histoire, à découvrir aussi bah, du coup les mandalas, cet univers que je connaissais pas. Je crois que le souvenir que j'avais, c'était de colorier en CP, Oui, la somme des chiffres. Mais je me souviens que ça faisait beaucoup de bien et aujourd'hui j'ai découvert en tout cas beaucoup plus loin que cette forme de mandala et j'espère que ça va inspirer beaucoup de gens. On mettra des photos de ce que tu as oui, pu bien sûr. Oui, oui, réaliser. je vais t'en envoyer. Et puis également en description, toutes les personnes découvriront ton site, tes coordonnées, si elles veulent avoir accès à tes ateliers ou bien à tes mandalas personnalisés. Merci beaucoup Elisabeth. Voilà, juste pour dire que mon site est en construction, est en reconstruction, donc il n'est pas encore tout à fait à jour.
mais je vais m'y atteler. Voilà, donc les personnes peuvent me joindre soit par mail ou par téléphone pour en D'accord, savoir plus. merci. Merci à toi aussi.